Jared Brightgan était un père dévoué. Après son divorce, il avait refait sa vie avec une femme qui était tout pour lui et avait 4 enfants dont il s'occupait merveilleusement bien. Sa vie se passait à merveille, il n'y avait aucune ombre au tableau, aucun ennemi, et pourtant, un soir, alors qu'il était en voiture avec l'une de ses filles, il va tomber dans une embuscade macabre dont le seul but était de mettre fin à ses jours. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jared Brightgan, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire, j'ai envie de dire une affaire d'actualité, parce qu'il n'y a pas encore eu de procès, bien que je vous rassure directement pour ceux qui n'aiment pas vraiment les histoires irrésolues, on sait en grande partie ce qu'il s'est passé et on a déjà les présumés coupables. Parmi d'autres raisons, si j'ai choisi cette affaire, c'est parce que ici, on va parler de personnes entre guillemets normales. Ils avaient une bonne situation financière, une jolie famille, tout se passait bien dans leur vie et pourtant, un va se retrouver victime et l'autre va se retrouver bourreau. Sans vous en dire trop, je trouvais que cette affaire nous montrait que ce genre de drame peut arriver à n'importe qui. Ça arrive pas forcément à des personnes d'une classe sociale en particulier ou quoi que ce soit, ça peut arriver à tout le monde. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui s'abonneront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à suivre mon compte Instagram si vous en avez envie. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette très triste affaire. Jared Galen Brightgan est né le 29 juin 1988 aux États-Unis, dans la ville de Warrensburg, dans l'État du Missouri. Il a grandi avec ses parents Gaylord et Johan Brightgan, ainsi qu'avec sa sœur Ashley et ses frères Justin et Adam. Alors, on sait que très jeune, il a emménagé avec sa famille dans la ville de Jacksonville, cette fois dans l'État de la Floride, et là-bas, il a étudié au lycée Douglas Anderson, qui est spécialisé dans les arts de la scène, du visuel et du langage. Jared y a alors été diplômé et après ça, il était parti étudier à l'université d'Utah Valley où il a obtenu une licence en 2014 en médias numériques spécialisée en production cinématographique. Une fois son diplôme en poche, Jared avait occupé plusieurs postes, toujours dans le domaine de la technologie et du design, notamment chez Clean Simple Eats, web.com, mais aussi chez Microsoft. À ce moment-là, Jared vivait alors à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah, et c'est d'ailleurs là-bas qu'il avait fini par rencontrer sa première femme, Shanna Gardner. Les deux s'étaient mariés en 2010 et en 2013, ils avaient eu 2 beaux enfants ensemble. C'étaient des jumeaux qu'ils avaient appelés Abby et Liam. Malheureusement, 2 ans après la venue au monde de leurs enfants en 2015, le couple a décidé de divorcer et finalement, Jared a déménagé dans la ville de Saint Augustine en Floride et a fini par se remarier avec une nouvelle femme qui s'appelait Kristen et avec qui il a également eu 2 enfants qu'il a appelés Bexley et London. Nous étions donc à présent en 2022, Jared avait 33 ans et était responsable du design senior chez Microsoft et Jared était également un père de famille comblé. Kristen, sa femme, était sa meilleure amie et il était fier d'être père de 4 beaux enfants. Son ex-femme, Shanna, vivait à ce moment-là dans la ville de Jacksonville Beach, en Floride, donc à plus ou moins 45 minutes en voiture de chez Jared. Et donc ils se partageaient en grande partie la garde des enfants. Alors, lorsque Jared se retrouvait avec tous ses enfants, il faisait son maximum pour les combler de bonheur. Entre autres, il construisait des cabanes dans le jardin avec eux, il créait des terrains de laser game dans le garage. En soi, Jared semblait avoir une énergie inépuisable pour créer de beaux souvenirs avec ses enfants.
Mis à part ça, il était très bricoleur. Avec sa femme Kristen, ils avaient rénové une partie de leur maison et ils avaient fabriqué à la main des poutres en bois pour le plafond principal. Ils avaient aussi construit une cheminée et un bureau sur mesure et bien plus encore. D'ailleurs, dans le quartier, tout le monde appréciait beaucoup Jared, il était très social et ça arrivait très souvent que ses voisins aillent le voir pour lui emprunter des outils. Quand ça arrivait, Jared proposait toujours de les aider, de venir avec eux, de les aider à rénover leur maison eux aussi, ou alors à faire d'autres projets. En soi, il adorait bricoler et il adorait venir en aide aux autres personnes. On disait de lui qu'il était drôle, insouciant et même un petit peu timide. Aussi, une partie importante de la vie de Jared était son église. Il était membre de l'église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours et il y était même professeur du dimanche pour les jeunes de 11 à 12 ans. D'ailleurs, ses élèves l'adoraient et le trouvaient très drôle. Mais à présent qu'on en sait un peu plus sur Jared et sa famille, parlons du mercredi 16 février 2022. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, Jared avait la garde de ses enfants, donc ses jumeaux, Abby et Liam. Ils avaient d'ailleurs déjà 9 ans à ce moment-là. Par contre, il faut aussi savoir que Jared avait une relation très compliquée avec son ex-femme Shanna. Mais bon, tous les deux savaient qu'ils devaient faire leur maximum pour que leurs enfants se sentent bien et donc ils géraient leur coparentalité du mieux qu'ils le pouvaient, même si leur relation entre eux, ça n'allait pas du tout, mais ils essayaient que les enfants n'en soient pas vraiment impactés. Mais donc voilà, ce mercredi-là, Jared avait pris la route avec ses jumeaux ainsi qu'avec sa petite fille de 2 ans, qui était donc née de son mariage actuel, et il avait alors emmené les enfants manger au restaurant. Après ça, ils avaient tous repris la route jusque Jacksonville Beach pour ramener les jumeaux chez leur mère. Une fois arrivés à destination, les jumeaux avaient alors dit au revoir à leur père ainsi qu'à leur demi-sœur. Ils étaient sortis de la voiture et étaient donc rentrés tout seuls au domicile de leur mère pour donc éviter que Shanna et Jared aient à se voir. Là, Jared s'était alors retrouvé seul dans la voiture avec sa petite fille Bexley de 2 ans et ils avaient repris la route pour rentrer à la maison où sa femme Kristen l'attendait avec son autre petite fille London qui avait seulement 7 ans à ce moment-là. Mais voilà, alors qu'il roulait, Jared va apercevoir un pneu au milieu de la route. Il se trouvait entre Jacksonville Drive et Sanctuary Boulevard. Pour vous dire, il était à seulement quelques minutes de la maison de son ex-femme à ce moment-là. Et donc évidemment, il avait dû s'arrêter parce qu'il y avait ce pneu au milieu de la route qui l'empêchait d'avancer. Il avait alors allumé ses feux de détresse, arrêté la voiture et avait ouvert sa portière pour aller déplacer le pneu. Malheureusement, ce qu'il ne savait pas du tout, c'est qu'il venait de tomber dans une embuscade dont le seul but était de mettre fin à ses jours. En fait, au moment où Jared était sorti de la voiture, il avait été touché par plusieurs balles. Il était finalement décédé sur le coup, son corps avait d'ailleurs été retrouvé juste à côté de la portière ouverte. Ce qui est d'autant plus horrible ici, c'est que Bexley, qui je le rappelle n'avait que 2 ans, était toujours attachée dans son siège auto à l'arrière de la voiture. Miraculeusement, elle n'avait été touchée par aucune balle, mais voilà, elle avait assisté à toute la scène. Elle avait vu son père se vider de son sang et tomber, mais elle était toujours prisonnière de son siège auto et avait alors dû attendre seule, dans le noir, jusqu'à ce que la police soit enfin alertée et arrive sur les lieux. Alors, lorsque les autorités sont arrivées sur place vers 20h, ils ont immédiatement constaté que Jared était décédé. Il n'y avait malheureusement plus rien à faire. Par contre, une chose ici était sûre, c'est qu'il s'agissait d'un homicide, mais il fallait à présent comprendre comment tout ça était arrivé et surtout pourquoi. Les enquêteurs ont directement noté que rien n'avait été volé et que heureusement Bexley était indemne. Il faut savoir que certaines balles avaient tout de même traversé la voiture et étaient passées à quelques centimètres seulement de la petite fille, donc clairement elle avait vraiment eu de la chance d'être encore en vie. Mis à part ça, les enquêteurs avaient alors vu le pneu qui était déposé sur la route et les agents se sont évidemment dit que tout ça ressemblait à un piège, à une embuscade, pour faire en sorte que Jared sorte de la voiture afin que le tireur puisse directement le viser et le tuer. La petite fille de 2 ans a été interrogée, elle savait déjà parler et a donc été capable de dire aux enquêteurs « Papa a ouvert la portière de la voiture et j'ai entendu un boom ».
En soi, tout semblait avoir été extrêmement rapide. Jared avait ouvert la portière, était sorti et avait directement été criblé de balles. La police a finalement réussi à trouver une caméra de surveillance qui avait filmé les environs et dessus, ils avaient alors pu y voir une voiture suspecte, une Ford F-150 qui était justement garée très proche de la scène de crime et qui a été filmée en train de repartir en roulant assez vite. À ce moment-là, les enquêteurs étaient assez persuadés qu'il s'agissait de la voiture du tireur puisque le pneu de cette voiture était du même modèle que celui retrouvé sur la route, donc le pneu qui avait bloqué le passage à Jared. En tout cas, je pense qu'on peut dire que ces images de vidéosurveillance ont réellement sauvé l'enquête. La police les a eues presque directement, ils ont donc immédiatement eu la voiture du suspect et après ça, il fallait retrouver à qui elle appartenait. La police a donc lancé un grand appel à témoignages en diffusant les images de cette voiture, en essayant par diverses technologies de tout de même identifier la plaque d'immatriculation et au final, tout ce travail va finir par payer puisque la police va être capable de finalement remonter vers le propriétaire du véhicule. Il s'agissait d'un homme du nom de Henry Tenon. Évidemment, il était immédiatement devenu le principal suspect du meurtre de Jared, mais voilà, à partir de là, l'enquête était sur le point de prendre une tournure que personne n'avait vu venir. En fait, en enquêtant sur Henry Tenon, les enquêteurs ont découvert qu'il était locataire d'une maison appartenant à Mario Fernandez Saldana. Alors, pour le moment, rien de très étrange, mais la police va découvrir que Mario était en réalité le nouveau mari de Shanna, donc l'ex-femme de Jared et la mère de ses jumeaux. À partir de là, on pouvait alors se demander si Shanna avait un lien avec le meurtre de son ex-mari. Alors oui, on sait que le divorce de Jared et Shanna avait été compliqué. Et même si tous les deux s'étaient remariés à présent, il y avait quand même de nombreux problèmes entre les deux, notamment concernant la garde des enfants et la pension alimentaire. Ils n'arrivaient plus du tout à s'entendre et ils en étaient même venus au point qu'ils n'arrivaient plus à se parler calmement. Donc, sachant ça, Shanna avait clairement des raisons de vouloir la mort de Jared. Mais bon, dans un premier temps, la police a décidé d'enquêter sur Mario, qui était donc le nouveau mari de Shanna. Là, les policiers vont découvrir que bizarrement, Mario avait fait 3 chèques au nom d'Henry Tenon. Donc, on se rappelle, Henry c'est l'homme suspecté d'avoir tiré sur Jared et qui était également le locataire de Mario. Donc voilà, c'est très étrange puisque si Henry était locataire, normalement c'était à lui de verser de l'argent à Mario et non le contraire. Mais voilà, la police a pourtant retrouvé 3 chèques rédigés au nom d'Henry Tenon. À partir de là, petit à petit, la vérité commençait à se dessiner et on pouvait se demander si Mario et Shanna n'avaient pas payé Henry afin qu'il assassine Jared. La police avait alors continué à enquêter dans ce sens-là et les enquêteurs avaient alors analysé les relevés téléphoniques de Mario. C'est là qu'ils vont se rendre compte que lui et Henry s'étaient appelés plus de 70 fois sur une période de 3 mois. D'ailleurs, à noter que dans les 2 semaines précédant le meurtre de Jared, les deux avaient parlé 30 fois au téléphone. Alors oui, on peut imaginer qu'un propriétaire peut parfois appeler son locataire. Mais là, c'était quand même beaucoup trop pour que ça ne paraisse pas suspect aux yeux des enquêteurs. Donc à ce moment-là, la police était convaincue qu'Henry n'avait pas agi seul. Oui, c'était bel et bien son véhicule qui avait été retrouvé sur les lieux du crime. Mais bon, il semblait avoir fait ça pour Mario ou même peut-être pour Shanna, un peu comme un tueur à gages qu'ils auraient embauché. Malheureusement, la police n'avait pas assez de preuves pour arrêter le couple, alors ils ont dans un premier temps procédé à l'arrestation d'Henry Tenon. Il a alors été arrêté le 25 janvier 2023, c'est-à-dire presque 1 an après les faits, et à ce moment-là, Henry avait alors 61 ans. Lors de son interrogatoire, Henry avait tout nié en bloc. Il disait qu'il ne savait rien et avait plaidé non coupable à son accusation de meurtre au premier degré. Mais voilà, la police voulait absolument qu'il collabore, donc au final, le 16 mars 2023, exactement 1 an et 1 mois après l'assassinat de Jared, Henry a décidé de suivre un accord avec l'accusation. En fait, ce que l'accusation lui avait proposé, c'était qu'il plaide coupable de meurtre au 2e degré pour ne pas être jugé coupable
de meurtre au premier degré. Ça fait quand même une énorme différence lors d'un jugement. Pour un meurtre au premier degré, il pourrait être condamné à la peine de mort, alors que pour un meurtre au deuxième degré, il pourrait être condamné au maximum à la prison à perpétuité, voire beaucoup moins. Mais voilà, en échange de ça, Henry devait alors témoigner à l'encontre de Mario Fernandez et de Shanna. Bon, Henry avait accepté cet accord et avait donc avoué qu'effectivement, il avait commis ce meurtre, mais que c'était en réalité Mario, le mari de Shanna, qui l'avait payé pour le faire. Alors, suite à ses aveux, le même jour, Mario a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, de sollicitation en vue de commettre un crime passible de la peine capitale et de maltraitance sur mineur. What's in here? Nothing. Just have my. This is my wallet. All right, you can come back here. Sure. Donc voilà, à ce moment-là, on avait Henry qui allait sans doute être accusé de meurtre au deuxième degré, et de l'autre côté, on avait Mario qui venait d'être arrêté, et s'il était reconnu coupable de toutes les accusations, eh bien, il risquait la peine de mort. Mais alors ici, qu'en est-il de Shanna? De son côté, elle a totalement nié avoir été au courant de ce qu'il s'était passé. De toute façon, la police n'avait vraiment rien contre elle. Oui, on savait que son divorce et la garde de ses enfants se passaient mal, qu'elle était en mauvais termes avec Jared, mais bon, c'était pas des preuves suffisantes pour l'arrêter. Donc suite à ça, elle a simplement dit être totalement bouleversée par les événements. Elle a même été jusqu'à affirmer qu'elle et Mario étaient en fait séparés et que au moment de l'arrestation, oui, elle vivait encore avec Mario, mais qu'en fait, c'était juste en attendant de trouver une solution. En gros, si elle disait ça, c'était vraiment pour dire je n'ai plus rien à voir avec cet homme. Tout ce qu'il a fait, c'est indépendamment de moi. Après ça, pour tout simplement être sûre d'être tranquille, Shanna a décidé de changer d'état. Elle était alors partie vivre avec ses jumeaux dans la ville de West Richland, dans l'état de Washington. Donc là, dites-vous qu'elle n'a pas juste été dans l'état voisin, elle a totalement été vivre à l'autre bout du pays. De plus, elle a décidé de ne plus se faire appeler Shanna Fernandez, qui était donc le nom de famille de Mario, son mari, mais de reprendre son nom de jeune fille qui était donc Shanna Gardner. Alors, très clairement, ce genre de réaction n'est pas vraiment celle d'une personne 100% innocente. Je me dis personnellement que si vraiment elle n'avait rien à voir dans l'affaire, elle aurait aidé les enquêteurs, elle aurait fait quelque chose, elle aurait essayé de comprendre ce qu'il s'était passé. Je veux dire, son mari actuel venait de payer quelqu'un pour tuer son ex-mari. C'est quand même choquant et si on n'a rien à voir là-dedans, on reste pour comprendre et surtout on prend pas ses enfants pour partir très très loin. Tout ça paraît quand même très bizarre. La police avait d'ailleurs noté que ce comportement était étrange et évidemment ils avaient continué à enquêter sur elle. Et là, on va vite se rendre compte que Shanna avait également eu un comportement très étrange juste après la mort de son ex-mari. En fait, on va découvrir que 12 jours seulement après le meurtre de Jared, Shanna avait contacté Kristen, donc la femme de Jared, afin de lui demander non seulement le certificat de décès de Jared, afin de pouvoir toucher le plus rapidement possible l'argent de l'État qui lui était dû, vu qu'à présent, elle devenait le seul parent de ses 2 enfants, mais elle a également demandé à Kristen de lui rendre dans les plus brefs délais des livres que les jumeaux avaient empruntés à la bibliothèque parce que voilà, elle ne voulait pas avoir à payer des frais supplémentaires si les livres n'étaient pas rendus à temps. Alors, évidemment, elle n'a commis aucun crime en faisant cet appel, mais tout de même, c'est un manque de tact et d'empathie qui est énorme. Alors oui, son divorce avec Jared s'était mal passé, mais clairement, elle n'avait aucune peine pour la mort du père de ses enfants et ne semblait penser qu'à l'argent. Et puis par la suite, elle a été sans pitié vis-à-vis de la famille de Jared, puisqu'elle a empêché ses enfants, donc les jumeaux, de voir toute sa famille du côté paternel. Ses grands-parents n'ont plus pu les voir, et d'ailleurs les enfants n'ont même pas pu revoir leurs 2 demi-sœurs. Ils étaient très tristes, ils ne comprenaient pas. Mais voilà, Shanna avait décidé que c'était comme ça. Je me dis, c'est totalement horrible parce que les enfants avaient quand même 9 ans lorsque tout ça s'est passé. Ils avaient quand même un lien profond avec leur famille paternelle. Mais voilà, leur mère avait tenu à les prendre, à aller à l'autre bout du pays et à les isoler de tout.
Mais bon, revenons-en à l'enquête. Alors aujourd'hui, aucun procès n'a encore eu lieu. Henri est de son côté détenu sans possibilité de libération sous caution et risque une peine allant de 15 ans de prison à la perpétuité. Pour ce qui est de Mario Fernandez, il a de son côté décidé de plaider non coupable après son arrestation et est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution en attendant son procès. Comme je vous l'ai dit, si effectivement il est reconnu coupable de meurtre au premier degré, il risquera soit la peine de prison à perpétuité, soit la peine de mort. Mais qu'en est-il de Shanna et qu'est-elle devenue après ça ? Eh bien vous allez voir, là encore c'est très intéressant. En fait, même si elle a déménagé dans l'état de Washington et qu'elle a nié avoir eu connaissance de tout ce complot en vue de tuer son ex-mari, la police a douté d'elle. D'ailleurs, en continuant leur enquête, les agents vont trouver un élément à charge contre elle prouvant qu'elle pouvait avoir eu connaissance de ce qu'il s'était passé. En fait, en interrogeant les proches du couple, un ami de Shanna et de Mario avait raconté à la police que Shanna lui avait dit au cours d'une conversation « Mario a proposé de rassembler 4 hommes et de pénétrer dans la résidence de Jared pour s'occuper de lui. Et personne ne le saurait jamais. » Grâce à ce témoignage, on avait donc la preuve que Shanna était au courant de quelque chose, que Shanna savait que Mario avait pour but de tuer Jared et que sans doute, eh bien, elle en était l'initiatrice. D'ailleurs, ce même homme, l'ami du couple, a déclaré plus tard aux enquêteurs que Mario lui avait dit un jour « Tu sais que j'ai déjà tué des gens ». Il lui avait dit ça un petit peu comme pour le prévenir, pour montrer que voilà, il était capable de tout et évidemment, son ami avait eu peur. Mis à part ça, en fouillant encore un peu, la police va réaliser que les chèques que Mario avait donnés à Henri provenaient tous de l'entreprise de location immobilière qui était tenue par Mario et Shanna. Je veux dire, si l'entreprise appartenait également à Shanna, elle devait obligatoirement s'être rendue compte de toutes ses dépenses. Surtout que les montants étaient importants et allaient entre 5 000 et 10 000 dollars par chèque. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisque la police va finir par trouver l'ultime preuve de sa culpabilité, puisqu'on va trouver une note écrite de la main de Shanna sur l'un des 3 chèques qui avaient été envoyés à Henri. Sur ce chèque, Shanna avait alors écrit « Kickstarter, bonne chance ». Évidemment, rien que cette preuve qui avait été trouvée prouvait la culpabilité de Shanna, mais la police a continué à enquêter. Les agents se sont alors rendus compte qu'il semblerait que Shanna souhaitait voir son ex-mari mourir depuis plus de 5 ans. Dans un SMS retrouvé à une amie, Shanna lui avait d'ailleurs écrit « J'adorerais le voir recevoir une injection mortelle. Je ne plaisante même pas, je veux qu'il disparaisse. » La suite des messages était d'autant plus incriminante puisque Shanna révélait à son amie que son mari, Mario, traquait Jared. Elle disait même qu'il le suivait pour connaître ses habitudes et ensuite tenter de le tuer. Elle dirait également que c'était dommage puisqu'il y avait eu quelques occasions manquées. Mis à part ça, la police a également reçu la visite de plusieurs personnes disant être des amis proches ou lointains du couple de Shanna et Mario, et ils diront que le couple les avait approchés pour leur demander de commettre un meurtre. Ces personnes avaient évidemment refusé, elles n'avaient pas osé parler au moment des faits, mais évidemment aujourd'hui, maintenant que Jared était décédé, elles avaient été trouver la police pour tout leur dire. Alors finalement, après toutes ces découvertes, le matin du 17 août 2023, des agents de police étaient arrivés chez Shanna et l'avait arrêtée sous le regard de ses jumeaux et de sa mère. Elle a ensuite été inculpée de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre, de sollicitation en vue de commettre un crime passible de la peine capitale et de maltraitance d'enfants à cause de la petite qui était présente dans la voiture au moment des faits. Elle a ensuite été placée en détention sans possibilité de libération sous caution et a été extradée jusqu'en Floride. D'ailleurs, tout comme son mari Mario, elle a été reconnue coupable et elle risque également la peine de mort. Donc voilà où nous en sommes dans cette affaire aujourd'hui. Ce que je trouve totalement dingue ici, c'est que quand on voit Shanna, quand on regarde les photos d'elle, etc., de sa vie avec ses enfants, son nouveau mari, on n'a pas l'impression qu'on est face à une famille de meurtriers, de personnes qui ont décidé de payer un tueur à gages pour tuer un ex-mari. Ces personnes-là avaient l'air normales, vivaient une vie normale, et pourtant des pensées extrêmement sombres les avaient traversées et surtout ils étaient capables de faire ça.
Ce qui est totalement horrible, c'est que Jared était vraiment un bon père. Ses enfants l'adoraient, c'était un mari aimant pour Kristen, sa nouvelle femme. Et pourtant, Shanna et son mari Mario ont pris eux-mêmes la décision de lui enlever la vie. Et surtout, pour ce qui est de Shanna, elle a pris la décision d'enlever à ses enfants leur papa. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!